Bonjour à toutes et à tous. Ravi que le sujet vous intéresse, visiblement. Je me présente, je m'appelle Christian Chabrery, je travaille à l'EPITA. Je suis en charge en fait des projets avec l'extérieur. Et dans ce cadre-là, on avait monté, avant le Covid, une majeure santé euh, qui avait vocation à former des ingénieurs aux métiers très spécifiques de la santé. Voilà, donc je vais vous présenter une montre connectée qui sort en fait d'un TP et puis d'un projet IoT que nos étudiants ont réalisé. Pourquoi on a monté une majeure santé? Peut-être un premier point. Donc la majeure santé de l'école a été créée après le Covid, mais on avait créé avec des anciens de l'école qui ont monté Doctolib une mineure santé avant le Covid. Et après on a monté des projets pendant la période Covid, à peu près 50 projets qui ont impliqué à peu près plus de 150 étudiants. De là, on a commencé à discuter avec les hôpitaux, en particulier les hôpitaux de Paris, Cochin en particulier, qui avait un stand d'impression 3D. Et à partir de là, on s'est dit qu'on pouvait commencer à faire des dispositifs médicaux. Alors, qu'on soit bien clair, ce n'est pas un dispositif médical que je vais vous présenter, hein, il n'est pas certifié CE encore, mais l'idée c'est d'introduire le domaine aux étudiants. Voilà. Donc le but du jeu, en fait, les profils qui sont recherchés aujourd'hui, c'est des profils qui sont mixtes entre le domaine de la santé et le domaine de l'ingénierie. Typiquement, ça ressemble si on voulait vraiment faire ça proprement, on ferait un bac plus 16, mais on peut démontrer que si on fait des études de médecine et après qu'on veut faire ingénieur, c'est pas possible puisqu'il y a une limite d'âge à 25 ans qui nous est imposée par la commission d'éthique d'ingénieur. Donc c'est pas possible techniquement, sauf dérogation. Et sinon, si on veut faire un ingénieur qui devient médecin, c'est pas possible non plus, puisqu'en gros, ce qu'on leur apprend aujourd'hui, nous en technologie d'IA, n'existait pas il y a 10 ans. Donc ça ne marche pas non plus. Donc en gros, on est obligé de travailler entre médecin et ingénieur. C'est ça le but de cette majeure. Donc pour ça, on a donc bien sûr gardé notre partenariat avec Doctolib, mais on a également noué un partenariat avec la PHP, la DSI de la PHP. Et donc nos étudiants voient à peu près tous les services qui s'interfacent d'un point de vue numérique avec les hôpitaux de Paris. Alors, dans les projets qu'on a lancés, on a lancé un projet d'objets connectés. Et le projet qui a été sélectionné par les étudiants, en fait, c'était un projet de montre connectée. Alors, les premiers prototypes, on les a fait en fait en programmation en C avec du STM32 pour rentrer un peu plus dans les détails. Le souci, c'est que la barrière à l'entrée pour les étudiants était assez élevée. Et on a un autre souci, c'est qu'après la réforme de l'éducation nationale, l'ensemble des étudiants, la seule brique d'informatique sur laquelle on peut compter, c'est une initiation au Python à partir de la seconde. Donc 100% de la classe d'âge des étudiants de seconde sont formés au Python. Donc on s'est dit, on va essayer d'utiliser du Python pour programmer ça, pour rendre la barrière à l'entrée la plus faible possible. Et en gros, ce qu'on va voir, c'est qu'avec une centaine de lignes de Python, on peut faire une montre connectée. Voilà. Et on pense que ça peut intéresser des personnes. Alors là, l'école a une vocation à former les étudiants, y compris avant l'entrée, avant le bac. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, on travaille par exemple avec France IOI. Et on fait des sessions, par exemple, Girls Can Code. On a tout un tas d'activités pour essayer de démocratiser la programmation, même avant l'obtention du bac. Et donc, on pense que le Python est certainement le bon langage pour ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la slide, on pourra revenir si vous avez des questions, mais en gros, on a cherché à fabriquer l'objet médical le plus simple possible. Et ce qu'on a trouvé, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petites pinces qu'on met sur vos doigts et qui vous prennent en fait ce qu'on appelle le SPO2, c'est-à-dire l'oxygénation du sang. Et ça récupère également un rythme cardiaque. Donc c'est intéressant d'un point de vue médical, en particulier dans la période Covid. Il y a des problèmes respiratoires, et ces problèmes respiratoires, on peut les mesurer par l'oxygénation que vous faites de votre sang. En gros, est-ce que vos poumons marchent bien? Et ça, on peut le voir avec la mesure de SPO2. Donc c'est une mesure, on voulait une mesure non invasive, donc indolore, non invasive, facile à réaliser.
Et donc on est parti sur ce phénomène-là. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai mis les références ça a été inventé en 1974 au Japon, peu importe. Mais par contre, le principe est assez simple. En fait, on fait passer de la lumière à travers le doigt. Donc sur ces pinces, on fait à travers le doigt. Mais on peut également le faire de façon réflective. C'est-à-dire on peut envoyer de la lumière par en dessous et ensuite calculer la réflexion. Et en fait, il se trouve que dans les bandes d'absorption de la molécule hémoglobine, eh bien, on peut avoir comme ça, avec différents spectres. Donc on peut avoir une lumière verte, une lumière rouge, une lumière infrarouge. Nous, on l'a fait en infrarouge sur le prototype. Et ce que je vais vous présenter tout à la fin, c'est sur les 3 bandes, de fréquence. Et ça nous permet de voir l'oxygénation du sang de cette façon. Donc voilà à quoi ressemblait le premier prototype. Donc c'est ce que nos étudiants ont fait en TP. Voilà. Et je vous montre à quoi ça ressemble quand le code qui est maintenant open source sur GitHub fonctionne. Voilà, on voit les petites oscillations qui correspondent au battement cardiaque. Et puis également, donc on a l'algorithme de détection des crêtes, etc., pour avoir le BPM, ce qu'on appelle le battement par minute. Voilà. De l'ordre de 60 si vous êtes en forme, à peu près. Voilà. Et la deuxième étape, c'est de faire le SPO2, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'oxygénation du sang. Alors, une fois qu'on avait fait ce TP, on a eu des étudiants motivés qui ont voulu aller plus loin et qui se sont dit on va essayer d'en faire un vrai device. Et on a essayé d'utiliser tout ce qu'on avait à notre disposition, des outils open source, puisque l'ADN de l'EPITA, c'est quand même d'être assez open source, pour faire une vraie montre connectée. Donc on a utilisé, si je pourrais rentrer dans les détails si ça vous amuse après, mais on a utilisé donc des processeurs de la société ST Microelectronics qui sont assez connus, qui sont basés sur ARM, qui sont des STM32. On utilise un port USB, donc il faut juste un port USB, et ensuite on utilise un mode de flashage qu'on appelle le mode DFU. Device Firmware Upgrade, et donc ça vous permet juste en branchant sur votre port USB de flasher votre code Python. Tout est disponible sur GitHub aujourd'hui, donc à la fois le source code, mais également les PCB, et, enfin tout c'est du open hardware 100%. On a utilisé pour le PCB KiCad, qui est un logiciel de conception de PCB, de circuits imprimés open source également. Donc voilà la démonstration de notre étudiant. Donc oui, ça c'était le proto numéro 1. Donc il y a un système de menu. Celui-là a été un peu... on a eu 25 projets, donc je vous ai montré le plus réussi. Mais donc lui, il arrive à envoyer des messages depuis son téléphone en Bluetooth, parce qu'il y a une connectivité Bluetooth BLE à son prototype de montre. Et puis avoir un système de messagerie pour avoir l'équivalent d'un SMS. Alors évidemment, pour les étudiants, ça peut être très intéressant, mais c'est interdit pendant les examens, je précise. Quand même. Voilà. Il y a des étudiants qui ont été un peu plus loin aussi, pour s'amuser, et qui, comme ils étaient 2, ils ont voulu faire un ping-pong. Et donc voilà, donc on peut voir qu'il y a un échange en BLE des deux. On a donc un mode client et un mode serveur sur une des montres, et on peut jouer au ping-pong comme ça. Bon, ça peut avoir d'autres applications aussi, mais qui sont interdites aux examens, je répète. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la référence qu'on a utilisée, c'est le kit STM32WB. Ensuite, on a pris le module dongle USB. On l'a reverse engineering, en fait, on l'a repris sous KiCad. Et après, on a refait notre propre schématique pour le refaire. On a rajouté toute cette partie de sensor, où on a mis donc les capteurs sur les 3 bandes de fréquence, donc rouge, vert et infrarouge. Et puis donc on a également fait un PCB qui permet donc à la fois d'avoir donc on a un petit afficheur, et puis on a pensé mettre un joystick. Et là on est en train de passer donc ça c'est la vue 3D, et on est en train de passer à la phase industrielle. Donc on a lancé les premiers PCB
On attend en retour et le montage qui nous donne un coût pour les premières unités de moins de 100 € par unité. Voilà. L'étape d'après, c'est... donc ça, c'était pour faire... il y avait deux objectifs, hein. Premièrement, former nos élèves ingénieurs au domaine de la santé, avec des données de santé réelles qu'ils peuvent manipuler eux-mêmes. Et deuxièmement, on est ouvert pour les universités de médecine à open sourcer ça et à former les médecins, cette fois-ci, les étudiants médecins, sur comment fonctionne un appareil enfin, comment remontent les données de santé. Voilà, c'est ça l'idée. Et après, si on veut, mais je pense enfin, c'est pas le but du jeu aujourd'hui, mais ce serait d'aller prendre un marquage CE pour pouvoir l'exporter sur l'Europe ou un marquage FDA pour la partie US. Voilà. Et on est en discussion avec Sanofi pour faire ça. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Je pense que j'étais dans les temps. Non, mais ça laisse du temps pour les questions. Oui, oui, bien sûr. Comment? Oui, il y a aussi en SP32, il y a un support SP32. Oui. En fait, le portage de MicroPython est assez... c'est de l'I2C standard, donc c'est complètement portable, il n'y a rien de sorcier, et d'ailleurs on a tout open sourcé, donc c'est vraiment... On peut changer la vue mécanique, on peut changer la... Comment? Oui, des écrans OLED I2C tout à fait standard, 1 pouce. Il y a vraiment... Ce qu'on a essayé de montrer, c'est que l'idée générale, c'était de dire on peut avoir une montre Palm Watch, vous l'appelez comme vous voulez, mais on peut également prendre l'approche open source en disant bah voilà, on va voir tout ce qu'il y a dedans et on va pouvoir contrôler où on envoie nos données. Et c'était ça l'idée. Mais donc le portage de MicroPython peut se faire sur n'importe quelle architecture, il n'y a pas de problème. Donc ça a été fait sur STM32 au départ. C'est disponible sur SP32 également. Il y a des portages RISC-V qui sont en cours, donc il n'y a pas d'architecture spécifique. Et une fois que le MicroPython est porté, c'est trivial, puisqu'en fait, voilà, on a juste des GPIO à gérer, des convertisseurs analogiques numériques. Ah, alors par contre, on a d'autres prototypes qui sont faits avec... Voilà, on avait d'autres prototypes qui sont faits avec la Raspberry Pi, mais qui sont sous un OS Linux. Mais ça ne tient pas la batterie. Alors, sur le Pico, oui, mais le Pico a une consommation qui est trop élevée, en fait, hein, pour en faire une montre. Parce qu'en fait, l'avantage du STM32, c'est qu'il consomme très peu en stand-by. Quelques microampères. On peut même, quand on baisse tout et qu'on ne laisse qu'actif que la RTC, enfin la Real Time Clock, on peut descendre au nanoampère. Donc ça peut vraiment faire une montre. Et c'est ce qui est vraiment utilisé dans les Samsung Watch, par exemple. Donc, ouais. Mm. Ouais. Alors, très bonne question sur la sensibilisation au code. Alors, premièrement, sur le médical, c'est très important. Les bugs peuvent être d'importance vitale. Voilà. Je crois qu'un des premiers bugs qui avait été référencé, c'était sur des systèmes de rayons X où il y avait eu des morts. Donc c'est les premiers morts d'un bug, historiquement. Mais oui, on sensibilise nos étudiants à ça. Maintenant, on fait ce qu'on...
ce qu'on peut pour les sensibiliser, mais il n'y a pas de règle autre que le marquage CE. Voilà, la réponse simple, c'est ça. Que le marquage CE et FDA. Donc en fait, c'est ça le golden standard sur ce code. Alors après, l'autre question qu'on peut se poser et qu'on s'était posé, c'est est-ce qu'un langage interprété est certifiable? Et a priori, la réponse est oui. C'est le tampon marquage CE FDA. Comment? C'est pas prouvé, on est d'accord. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle peut être, elle est complètement ouverte. Donc typiquement, on avait été en contact avec l'INRIA en particulier pour faire le portage de Riot, par exemple, qui pourrait très bien fonctionner dessus. C'est une plateforme qui est complètement compatible. J'ai montré au départ que ça fonctionnait aussi en Esprino, donc on pourrait faire du JavaScript. Donc en gros, on a le choix entre C, C++, JavaScript, Python. Voilà, on a choisi Python une fois de plus parce que l'éducation nationale forme 100% de ses classes d'âge au Python. Et on pense que c'est le langage le plus simple pour démarrer. Même s'il consomme plus en termes d'opcode, en fait, ce qui est intéressant également en MicroPython, c'est qu'on peut embedder des fonctions C. Donc ça, c'est l'étape d'après sur laquelle on est en train de travailler. Et dans les fonctions C, on peut même embedder de l'assembleur. On peut faire du inline assembler. Alors c'est à peu près ça. Oui, non, c'est entre 70 et 80. C'est tout à fait vrai. C'est ce qui est sorti de... Oui. Alors on en parle. Le problème, c'est les certifications sont en fait l'utilisation de cette norme n'est pas nécessaire pour la certification en fait. Et en fait, ce qui compte d'un point de vue médical, un médecin, en gros, enfin nous on a eu le cas pendant le Covid, hein, on avait fait des pousses seringues 100% fonctionnels, on avait fait un respirateur artificiel 100% fonctionnel, et ils n'ont pas été utilisés parce qu'ils n'avaient pas le marquage CE. C'est regrettable, mais c'est vrai. Oui. Est-ce qu'on a un guide? Absolument, oui, bien sûr. Et il est ici, je l'avais mis sur... hop, juste avant, ça doit être ça. Voilà, il est ici. Donc, mais les présentations sont disponibles et on les mettra en ligne sur le site de l'école, il n'y a pas de souci. Et nos étudiants arrivent. On va avoir quelques étudiants qui arriveront, qui sont disponibles à midi normalement. Non, on n'a pas de stand à la sortie de la salle. Non, c'est pas ça. Ils sont pas trop nombreux. Ça. Oui. Oui, j'imagine assez bien en fait l'intérêt pour les étudiants ingénieurs, élèves ingénieurs, d'être dans le concret, dans le médical. On passe une période où le médical est très important. Voilà. Quelle est la perception, le ressenti des élèves médecins? Comment ça se passe ces interactions? Enfin, me semble-t-il un peu plus compliqué. C'est un euphémisme que c'est un peu compliqué. Alors, donc nous on a senti, en tout cas du côté de nos étudiants, et j'avoue que le Covid pour ça a été bénéfique, mais enfin faut prendre ça avec des pincettes, mais en effet, nos étudiants sont de plus en plus sensibilisés au domaine médical. C'est un fait. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que les médecins sont de plus en plus sensibilisés au numérique. Par contre, nous, nos élèves ingénieurs sont à peu près d'accord pour faire... donc nous, on a des formations sur l'imagerie médicale, on y a, on a de la génomique, on a de la data de santé, l'interop, du Fire, HL7, enfin, on a toutes les briques technologiques pour la partie numérique. Mais côté médical, il y a... En fait, si vous regardez le domaine médical, la seule chose qui intéresse vraiment un médecin, c'est si c'est létal ou pas. Et un SPO2, c'est pas forcément létal, donc c'est pas vraiment important pour lui. C'est en imagerie médicale qu'il y a le plus d'intérêt des médecins, en particulier sur la radiologie, parce que l'IA a fait beaucoup de progrès et aujourd'hui on trouve bien les tumeurs. Enfin, une IA trouve très bien les tumeurs. Nous, on fait le concours MICAI, qui est la référence mondiale en imagerie médicale et IA, et on est dans le ballpark mondial, par rapport à ce que c'est faire un radiologue. Donc en gros, les radiologues sont concernés parce qu'ils pensent que potentiellement une IA
alors la crainte qu'ils ont, c'est que l'IA va les remplacer. Et la réalité, c'est que nous, on dit non, en fait, on sera le deuxième avis, c'est-à-dire qu'on montrera aux médecins, voilà, on pense qu'on fera un boxing de l'endroit où on pense qu'il y a une tumeur, et puis à eux de décider en tant que médecins. D'un point de vue stratégique, un petit conseil, c'est pour sensibiliser les médecins, ça marche bien les VDU, en fait, les diplômes universitaires. Absolument. C'est un très bon... Alors, tout à fait. D'ailleurs, si vous regardez la première slide que j'ai laissée ici, on travaille avec le doyen de la fac de médecine de Paris qui en fait a un DU sur l'IA et qui pense que l'hybridation est importante. Alors je vous donne juste une statistique qui vaut ce qu'elle vaut parce que c'est qu'un point de mesure, mais on a présenté notre majeure santé à 1500 étudiants de médecine en première année. On sait qu'à la sortie, il n'y en avait que 130 qui étaient pris. Donc il y a fait quand même presque 1000 personnes qui n'ont pas réussi à avoir médecine. Et on leur proposait de venir en école d'ingénieur, refaire un cursus, et en 3 ans, on sait les remettre à la PHP, c'est-à-dire à l'hôpital. Donc il y a juste 3 ans à tenir, 2 ans de classe prépa et 1 an de code. Mais on a eu sur 1000 personnes à qui on a parlé, on en a eu 3 dossiers. Il y en a un qui est reparti en Belgique faire médecine, le deuxième qui est reparti en Roumanie faire médecine, et le troisième qui est parti en kiné. Kiné voilà, en paramédical. Donc voilà. Donc en gros, on a un gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à transformer un étudiant en médecine de première année et à lui faire comprendre qu'il pourra revenir dans un cursus d'ingénieur, et qu'au bout de 3 ans, il se retrouvera à l'hôpital et peut-être qu'il fera un code d'IA qui pourra soigner 1000 personnes, ou 10 000, ou 100 000, je ne sais pas, ce qu'un médecin ne pourra, dans sa vie, ne pourra pas faire. Voilà. Donc on essaie de leur dire ça, on n'y arrive visiblement pas tout à fait, mais voilà. Et sinon, dans la majeure santé, en fait, on a un médecin référent qui travaille avec nous. Donc on a un vrai médecin qui suit tous les projets. Voilà. Oui. Oui. Alors, Interop, nous on travaille beaucoup avec la PHP sur la partie interopérabilité de données santé, donc la DSI, Dr Christelle Daniel en particulier, qui est responsable de cette partie-là. Et nos étudiants, même la PHP a fabriqué des datasets spécifiques pour la formation, qui sont anonymisés et surtout avec des patients synthétiques. Donc on a fait du patient synthétique et on est en train de développer comme ça des datasets pour faire de l'apprentissage, à la fois sur la donnée de santé, sur l'imagerie médicale et sur la génomique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je suis ravi. Hein. Nous, on est passionnés, mais après, on voit quand même qu'il y a un intérêt. Ouais. Un objet complet, fonctionnel, et là il a pour 30 € peut-être à l'intérieur. Ouais, c'est ça à peu près. Et ça, il y a 20 ans, c'était complètement inenvisageable. Pour le matériel et pour le logiciel, d'arriver à faire quelque chose comme ça. Et faire un objet complet pour moins de 100 €, et en fait, si on partait en volume, on serait à moins de 50. C'est très intéressant pour l'éducation en 1 et puis pour que tout le monde sache ce qu'on fait de vos données et vous soyez maître de vos données aussi. Bravo, merci. Ok. Merci beaucoup. Ah, je suis juste à la sortie si vous voulez, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.